légendes comme ça qui sont très marrantes. On a alors, ce qui est très drôle, par exemple, c'est que les histoires de sorcières, elles sont vraiment situées sur un village qui s'appelle Saint-Blaise, qui est sur notre gauche, là, à quelques kilomètres. Et toutes les histoires de sorcières sont à cet endroit-là. Et c'est assez drôle parce qu'ils expliquent, par exemple, que les sorciers et les gens qui avaient pactisé avec le démon se retrouvaient dans des grands banquiers dans la forêt qu'ils appelaient des gogues. Et il paraît que si un malheureux bûcheron, quelqu'un passait à ce moment-là, il se retrouvait invité à la gogue, à participer au repas et tout. Et bien sûr, le problème, c'est qu'à un moment, ils allaient danser. Et l'idée, c'était que tout ça devenait tellement frénétique que finalement, la personne mourait d'épuisement. Et en fait, la chose qui pouvait le sauver, c'était à un moment de prononcer le mot Dieu ou un mot en rapport avec Dieu. Et la seconde même, où il prononçait Dieu ou tout disparaissait, ça veut dire que la personne se retrouvait toute seule dans la forêt. Par contre, elle avait toujours ce qu'on appelle le pot de la gogue, c'est-à-dire c'est le pot en terre cuite qu'on lui avait donné pour boire. Et donc, celui-là qui lui restait, la légende veut que chez les anciennes familles du village de Saint-Blaise, il y ait comme ça quelques pots de gogue qui existent encore, cachés quelque part dans les maisons, quoi. Avec la logique, on va de A à B. Avec la fantaisie, on va partout. Mais parfois, on doit aller de A à B. Et donc là, il faut utiliser la logique. Mais la question est la suivante. Vous connaissez le concept d'émergence. Si vous prenez une fourmi, vous pouvez l'étudier pendant 1000 ans, vous n'arriverez jamais à découvrir la forme d'une fourmilière. Il faut mettre beaucoup de fourmis toutes ensemble et les laisser faire, et ils font une fourmilière. Mais si vous étudiez une fourmi tout seul, vous n'arriverez jamais à comprendre. Et pourquoi? Il y a raison technique de ça, et on la connaît. C'est parce que si vous avez des règles de fonctionnement très simples, mais qui ne sont pas linéaires, le fonctionnement des fourmis, c'est très simple, ça marche aux phéromones. Il suit les phéromones, plus ou moins. Mais ce n'est pas linéaire. Vous ne pouvez pas savoir comment, qu'est-ce que ça va donner si vous ne faites pas l'expérience. Nous ne sommes pas des individus, au fond. On est en interaction avec le reste. Et le reste, c'est pouah. Et d'ailleurs, on a sur les yeux une chose que... Qu'est-ce qu'on essaye de faire que tant qu'être humain? On essaye d'élargir le champ d'interaction entre nos inconscients. Donc Facebook, donc Twitter, donc tout ça. On est en train de créer un cerveau planétaire et on le voit, on l'a sur les yeux. Et on voit les modifications de comportement que tout ça engendre et tout. Donc on est en train de... Et alors, est-ce qu'il y a des effets groupaux? Des gens qui sont sur Twitter? Est-ce qu'on peut, et quand est-ce, et quelle est l'importance de la proximité physique? C'est plus rien. Et on a des effets groupaux à l'échelle planétaire. Et en effet, mon fameux chapitre incendiaire s'appelait Planetary Brain. Brain. Parce que je parlais, par exemple, ce qui est en train d'arriver maintenant, on est en train d'entrer dans une phase un peu toquée, un peu trouble obsessif-compulsif. Il faut checker, faut faire les règles. Oh, ah, scandale. Oh, bon Dieu, là, on est entré dans une phase un peu très névrotique, très toquée. Faut contrôler les contrôleurs qui contrôlent. Et au bout du moment, on s'est dit, bon Dieu, mais bon, on est entré dans une phase de maturation de Planetary Brain qui est
On a environ 6 ans. On est à l'école. Alors on a les règles. Alors faut pas faire scandale. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il y a l'éthique, pas les petites bêtes, hein, l'éthique, et qui arrivent et qui doivent tout contrôler. Et il y a eu des abus. Et voilà, hop, on est entré dans cette phase-là, qui est une phase. On a 6 ans, 7 ans. Moi j'ai 50 ans. Je suis né le 6 février 66. J'ai pas de montre suisse, mais je sais que je suis né à 21h45, donc c'est déjà... On commence par ça, non? Moi je suis né à Londres. Je suis né à Londres. Je suis né à Londres, mais j'y suis à peine resté parce que là ils étaient donc ensemble et lui se donne, ça donnait de plus en plus à l'écriture. Et ma mère qui pratiquait énormément de langues, elle est venue travailler à l'ONU et ils sont venus s'installer à Genève. J'ai 50 ans. Je suis né à Djibouti. Dans un petit village. Au port de la mer. Donc ça fait maintenant 9 ans que je suis conseiller à la mission permanente de Djibouti. Donc je suis un diplomate. Voilà, je suis un unificateur. C'est qu'on m'appelle, on m'appelle comme ça à l'ambassade, un unificateur. Ouais, en fait, ouais. C'est comme, je suis né comme ça en fait. 57 ans. Bah en fait, moi je suis né à Genève, donc voilà, c'est vraiment ma vie. Hein. Moi j'ai 62 ans, et lui, tu es de 1958. Oui. Et t'as 58 ans. Bah oui. Wow, parce que lui, il est très bon, selon moi, comme physicien, mais il s'en rend pas compte. Et elle, c'est donc diplôme en médecine, spécialité en analyse de laboratoire en Italie, spécialité en psychiatrie à Genève, doctorat en psychiatrie, master en thérapie groupale à l'université de Deusto de Bilbao, deuxième doctorat en psychophysique. J'ai 40 ans. Moi, j'ai grandi à Malagnou. À Malagnou, ouais. Entre les eaux vives et Champagne, quoi. Le quartier tampon. Mes deux parents, en fait, étaient dans la psychiatrie. Et mon père, il n'a pas tenu le coup. Vers 35 ans, il a arrêté. Il a repris des études en théologie, puis il est devenu pasteur, ouais. Ouais. Donc, moi, je suis de... La fin du mois de novembre. Et mes parents En février. Ça doit faire 9 mois, à mon avis. Ouais. De à 11. Ouais, en février. C'était un beau mois de février. Et ils étaient dans le sud de la France, en Provence, et puis ils sont allés se promener. Et dans un champ, ils ont fait l'amour. Et eux, ils situent dans ce cadre-là ma conception. Moi, j'aime bien savoir ça. Alors moi j'ai eu 50 ans, il y a un mois, moi, je suis une enfant du 2e degré. Je suis une enfant née de parents étrangers, mais née sur le sol français. Et ma maman, Elle était couturière de métier et ils l'ont fait venir. Elle est du Portugal, ça a commencé à Genève. avec des parents qui sont un mélange un peu étrange. Qu'en fait, mon grand-père est suisse-allemand. Et il travaillait dans les métiers à tisser la soie en Argovie. Ah bah moi, je suis né dans le canton de Fribourg, hein, dans un petit hameau après Versier. Famille d'agriculteurs. Je suis de 1938, donc ça fait combien? Moi je pense pas à mon âge. Hein. On me demande l'âge, si bien je m'en fous de mon âge, c'est. Waouh. Je dirais quand même les premiers les premières fois où on commence à vivre son homosexualité, les premières histoires, quoi. En tant que lesbienne, les premières fois où ça y est. Voilà, ça a l'air un peu anodin, mais ouais, je sais pas, le déclic, quoi. Je sais pas comment vous dire. La première fois que vous embrassez une fille, la première fois que vous faites l'amour avec une fille, puis ça y est. C'est comme si
tout d'un coup, il y avait une espèce de naissance, quoi. Comme si vous avez attendu ça toute votre vie, puis c'est maintenant, quoi. Là, c'est marrant. J'ai plus raconté ça depuis très longtemps à qui que ce soit. C'est super. Parce que ça m'a vraiment... tout d'un coup, on est soi-même, quoi. Puis c'est génial. Donc voilà. Comment je l'ai rencontré? Ici. Là-bas. Non, c'est un truc tout bête. J'ai bossé ici pour le café de la mairie et j'avais un patron, alors là c'est une catastrophe. C'était catastrophique, je travaillais beaucoup d'heures. Puis c'était quelqu'un qui n'était pas respectueux vraiment avec les employés, vraiment. Et puis mon mari, François, il venait régulièrement boire le café de temps en temps avec son collègue. Puis un jour, il est venu avec une pain-bêche, je m'en rappellerai toujours, avec une nénette, avec un bison. Puis je l'aimais bien, ce gars, je le trouvais sympa, je le trouvais super sympa. Puis un jour, il est venu avec une gonzesse, avec un bison, puis je lui dis, j'ai posé comme ça les cafés sur la table, puis ça a fait touc. Puis elle a fait comme ça. Puis il m'a regardé, puis il a rien dit, puis après ils sont partis. Puis après ils sont revenus une deuxième fois, il est revenu une deuxième fois avec son collègue, puis en uniforme. Puis je lui ai dit, dis donc, c'est qui les couillons là qui nous mettent les bûches là dans le parking là? Il me dit, c'est nous, pourquoi? Je dis, ah non, c'est juste pour savoir. Il me dit, pourquoi? Je dis, vous en avez pas marre de bûcher toujours la même bagnole? Et il me dit, pourquoi? Je dis, ah parce que, sachez une chose, vous pouvez continuer à bûcher, ça vraiment je ne les paierai pas. Puis alors, comme je lui avais dit ça, il me bûchait tous les jours. Au bout d'un moment, ça fait de l'argent, hein, je peux te dire, hein, ça fait du pognon. Hein. Puis un jour, j'étais sur ma terrasse du resto, puis en train de servir. Puis je vois une super Rothman mine. Je dis nom de bleu, magnifique. Et je savais pas qui c'était. Il y avait le stop, puis je fais tac tac, je lui fais comme ça sur son casque. Puis j'ai dit écoute, quand tu veux, tu viens me faire un tour. Puis il a levé la visière, je fais nom de bleu, c'est vous? Il me dit oui. Je dis quand vous voulez, on va faire un tour. Alors, le lendemain, 2-3 jours après, je l'avais guigné parce que lui aussi il se garait là au parking. Alors, je l'ai vu au loin sortir du parking. Alors, je lui ai fait un express, puis je lui ai tendu le café. Puis je dis, je vous offre le café, puis vous ramènerez la tasse plus tard. Et après, 4-5 jours après, j'ai eu un souci à mon travail, mais très grave. Alors, j'ai attendu parce que quand il passait, il me disait toujours, si vous avez le moindre problème. Nous, notre poste, il est là. On ouvre à 2 heures. Puis j'attendais, puis mon patron, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'attends 2 heures. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que là, 2 heures, je vais à côté porter plainte. Puis ça n'a pas raté. 2 heures pile, je suis rentré dans le bureau. J'ai fait une crise de nerfs terrible, à tel point qu'ils ont dû faire intervenir les ambulanciers. Puis après, ils m'ont amené à l'hôpital cantonal. Je suis resté une nuit. Ils m'ont sorti de là-dedans, bon, bien shooté. Puis je me suis dit, faut quand même que j'aille remercier ce monsieur. Puis j'y suis allé. Je dis, je vous remercie, je suis en arrêt et tout. Puis je lui ai dit, pour vous remercier, je vous invite à manger au restaurant. Et c'est parti de là. Tout bêtement. 2 jours après, on est allé manger dans un restaurant. Et
Ben, de là, on ne s'est plus jamais quitté. Depuis ce soir-là. Puis, quelques jours avant notre voyage de noces, je me suis fait arrêter à la douane. Puis ils m'ont dit, vous en avez pour 980 francs d'amende, c'est soit vous les payez, soit c'est Chandolon. Puis je me suis retourné vers mon mari, puis j'ai dit, tiens, tu sais d'où ils viennent? Oui, tu vas les payer. Puis on est allé, puis je dis, voilà, j'aimerais régler ça. Puis il dit, non, de bleu, il s'est acharné. Ben, c'était toujours le même matricule. Je lui dis, bah dis-lui, c'est lui qui est à côté. Il l'a regardé, il fait, c'est toi? Il fait, ouais, ouais. Il a dit oui, oui. Alors il dit, bon, allez, cool, je vais t'enlever 1 ou 2 frais, mais il va falloir les payer, hein, parce que sinon elle y va. Il fait, ouais, c'est pour ça qu'on vient payer, parce qu'on part en voyage. Et il les a payés. Si vraiment j'ai le droit de parler de moi ici, il y a une part dont je ne peux pas faire l'économie, parce qu'elle m'a beaucoup marqué aussi. C'est que, en tant que mère, j'ai été très marquée par ma difficulté à accéder à ce statut de mère. J'ai fait beaucoup de fausses couches, j'ai perdu un bébé très tard dans une grossesse, j'ai eu beaucoup de problèmes obstétricaux. Et puis ça a été une grande souffrance. Ce qui me ramène à un autre truc, c'est que quand j'avais 16 ans, je suis tombée enceinte et j'ai dû faire un avortement. Que je sois tombée enceinte, mes 2 parents, ça les amusait bien que j'ai des histoires, ça leur plaisait. C'était une époque, hein. Ouais. C'était les années 70, hein. Important ça. Et puis par contre, puis que je sois tombée enceinte, ben pas de bol quoi. Ouais, et puis mais par contre, pour moi, c'était pas évident à vivre. Et puis ma mère était très dure, il fallait passer ce truc sans y penser. Ouais. Pour elle, c'était banalisé, elle me dit c'est rien, c'est comme si tu allais te faire enlever les amygdales, c'est rien, et puis il n'y a pas d'histoire quoi, enfin, c'est rien. Mais bon, elle faisait partie de là, elle était très très féministe. Et pour elle, c'était très très important le droit à l'avortement, mais du coup, on n'en était pas encore à pouvoir. Il devait y avoir rien de négatif dans l'expérience, il fallait pas s'apesantir dessus, c'était un droit. Et il fallait le revendiquer. Et c'était un bonheur de pouvoir le faire en fait. Tu vois? C'était un privilège, Et puis il n'y avait que l'aspect triomphant. Dedans, il fallait pas pleurnicher quoi. Voilà, et moi j'avais un peu envie de pleurnicher. Ouais. Et puis après, moi j'ai associé tous les problèmes que j'ai eu à ça, et puis c'était de plus en plus dur si tu veux. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est prolongé quoi. Jusqu'à ce que, par miracle un peu, j'ai eu Chloé. Et puis en Grèce. Je crois que c'est parce que j'étais en Grèce que ça a marché. Tout était mieux. Bah quand j'étais petit, franchement je trouvais que c'était le meilleur quartier. Parce qu'il y a tous les petits qui jouaient devant là. Il y a les mamans devant. Et maximum tu t'échappes au magasin de tabac. T'achètes des bonbons. Donc je trouvais que c'était le meilleur quartier. Parce qu'on avait plein de gens dedans. Plein de petits pour jouer. On jouait à cache-cache dans les caves. Et moi j'aimais bien. Après, maintenant quand je grandis, j'aime plus trop. Parce que elles parlent trop. Tout ce que tu fais, elles le disent. Elles savent tout. Elles se blablabla. Les dames, là, les petites vieilles. Quand vous marchez, là, elles sont toutes dans leurs fenêtres. Donc, c'est horrible. On peut rien faire. Alors, c'est chiant. C'est très... Les gens, ils sont très proches. Et en même temps, beaucoup trop. Ils parlent trop. Donc, j'aime plus ça. Même ma mère, si elle me voit, je lui dis je vais sortir ce soir. Ouais, mais tu crois que c'est bien vu là que les gens ils doivent y rentrer tard et tout? Mais je vais avoir 18 ans. Dans 10 jours. Et ici, d'un côté, ce qui est bien, c'est que il y a cette familiarité, on va dire,
Mais d'un autre côté, il y a aussi les mauvais côtés de la famille, en fait. Donc c'est moins... Mais ce qui est joli, c'est que j'ai vu les femmes enceintes. Elles ont eu leurs enfants, je les ai vues grandir, là maintenant je les vois jouer dehors. Je me sens vieille. On a les Italiens, les Portugais, les Espagnols, et les nouveaux qui arrivent un peu, mais ils sont un peu plus timides. Ils sont pas habitués. Il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique, Arabie, Espagne. Il y a 6 latinos maximum. Il y a une dame que j'aime beaucoup, c'est une africaine, elle est géante. Et au début, quand elle est arrivée, j'ai cru que elle allait être froide et tout, mais bonjour Nicole, nana. Elle a même appris mon nom. Et ça me fait plaisir. On est un quartier polémique. Bizarre. C'est génial. Il y a un truc, c'était trop beau. Quand il y avait la Coupe du Monde en 2012, 2014, l'ancienne. 2012, 14, d'accord. Je suis vraiment pas foot. Les Brésiliens, là, devant, ils ont sorti leur écran plasma de leur maison pour... on s'est tous assis devant. C'était... l'Espagne, elle jouait contre... c'était l'Est contre le Portugal, je crois. Enfin, l'Espagne, elle a gagné, c'est tout ce que je sais, parce que après on a fait plein de bruit et on est sorti avec les voisins espagnols avec le truc, là. Mais il y avait plein de petits dehors. Ils ont sorti des tentes, Ils ont quand même sorti leur écran plasma de par le balcon, quoi. C'était assez... Ils font pas ça dans les autres quartiers. Le personnage connu, c'était dans l'appart d'à côté. Il y avait un vieux, tous les matins quand on sortait, il criait « Nana, nana, nana !» et toute la journée il criait. Lui, c'était vraiment le vieux méchant. Il était vraiment connu pour sa méchanceté. Et il n'était pas très sociable. Mais je crois que il est parti ou il est décédé. Ça fait des années qu'ils disent que dans un an, on détruit, mais ils n'ont toujours pas détruit. Donc je sais pas. Mais faudrait pas, vraiment, faudrait pas détruire. Ça fait... c'est une petite partie de Carouge, quoi. Alors voilà, alors j'ai commencé, bon j'en ai gardé 4 du service du tuteur. Service du tuteur, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont placés plein temps. Qui dorment et ils sont comme si c'était nos enfants. Et d'ailleurs la fille qui était là, qui a pris sa veste, c'en est une, c'est un peu... ouais, c'en est une. Jasmine, c'est une autre. Et puis il y a Christian. Et puis après, il y avait eu un petit gamin handicapé. Mais il est à Pinchat maintenant. Et puis après, il y a d'autres enfants qui venaient, parce qu'il n'y avait pas encore de cuisine scolaire à Chambézy. Donc là, j'en avais pas mal qui venaient à midi. Et qui venaient manger, donc j'allais les chercher à l'école et puis je les ramenais. Donc ils venaient, ils mangeaient là. Et puis après, le temps de ranger tout, de débarrasser, pendant ce temps, ils se mettaient au bord de l'autoroute. Ouais, l'autoroute, il est... tiens, j'ai les volets là. C'est juste à côté quand même. Je sais pas combien de mètres. Et puis, comme on a un cognacier ici, ce qu'il faisait, il prenait les coins et j'ai attrapé une fois, il prenait les coins et il jetait contre les voitures. Ah mais ils l'ont pas fait 2 fois. Hein. Le plus que j'en ai eu, c'est 1 ou 2. Attention, je vais me faire choper hein, si... Ah, j'avais pas le droit. C'était autorisé jusqu'à 4. Et puis j'en avais peut-être 24. Bah ouais, mais à midi, hein. Autrement, pour dormir, j'avais ceux du service du tuteur, mais là, j'étais déjà en surnombre. Bon, le matin, il fallait se brouiller, hein. Fallait déjà savoir...
Attention, il fallait bien savoir déjà la veille ce que j'allais faire le lendemain pour midi et puis préparer mes légumes un peu le soir. Pour pouvoir y arriver aussi. Ah ben là, j'avais quand même toujours des légumes, alors toujours des légumes. Souvent, très souvent, soupe de légumes. Hein. Enfin, je me disais, s'ils ne bouffent pas les légumes après, bah au moins, ils ont tous les légumes dans la soupe et ils rechignaient pas. Non, ils aimaient bien la soupe de légumes. En général, ce qu'ils aimaient assez, quoi, gratin, pommes de terre, autrement de la viande, bon, œuf. Ouais, le dimanche, je fais toujours les grands rôtis. J'en ai encore pour le lundi, c'est sûr. Hein, le dimanche, je m'arrange toujours, hein, je bosse bien le dimanche. Ouais, j'avais toujours du rôti, ou ce qu'ils aiment bien aussi, des viennes dans la pâte feuilletée. La vienne roulée dans la pâte feuilletée, ils aimaient bien ça. Alors je faisais ça, des fois saucisse de veau, ou changer, quoi, la viande hachée, avec spaghetti aux tomates, ils aimaient bien. Alors, il y a eu. Caramba, ça c'était un peu les premiers, c'était un petit noir, les parents étaient... c'était des... comment? Je sais pas, ils travaillaient à l'ONU, mais ils étaient très haut placés à l'ONU. Et puis, attends, il y avait Caramba, Grégory et Nathanaël, c'était tous des internationaux, hein. Il y avait pas mal d'internationaux à un moment donné, Mathieu, et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais oh, j'en ai eu tellement ce que je regrette. Alors franchement, c'est d'avoir pas pris chacun en photo, puis avec le nom et de... Maintenant, ouais, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça, hein? Oui, Flora, Karine, Eddie, qu'est-ce que j'ai eu? Jérémy Roxane surtout. Ouais, ben il y a eu Olivia, ouais, Laura, Marc. J'ai eu 2 Marc. Alors, ah ouais, Manon, Thibaut, Sandra, Natacha. Ah, il y en a que j'ai oublié. Je les vois dans ma tête, mais je sais plus trop. Ou j'ai eu pas mal de japonais aussi. Oui, ils viennent étant petits, puis après, voilà. Il y en a qui sont partis pour... mais tous les pays, hein, ils repartaient. Ils sont 2-3 ans dans un pays, après ils les renvoient dans l'autre. Ouais. Ouais, il y avait le petit Cambodgien aussi. C'était aussi ambassadeur du Cambodge. Après, ils sont partis pour Versoix. Un était super gentil. C'était Riri. On l'appelait Riri. Puis l'autre était Jet. Alors Jet, il était horrible, mais horrible. Des Américains, des... ouais, japonais. J'ai vu un japonais. Mizuki, ouais, la petite japonaise, Mizuki. Mais je me souviens même plus le... Mais il y a beaucoup de prénoms étrangers comme ça que j'ai perdu de vue et puis oublié. Parce qu'il y avait des petits, hein. Des fois il y avait encore 400 bébés qu'il fallait changer. Pour finir, je l'ai changé, je me disais, mais celui-ci, est-ce que j'ai déjà fait ou pas? Ça m'a eu arrivé de reprendre le gamin que... Puis je me dis, mince, il est tout propre, donc je vais... Ouais. Ouais, mamie, ils disent toujours. Ouais. Bon, il faut bien être strict et savoir, oh, j'ai fait le repassage jusqu'à... C'est sûr, là, j'avais beaucoup à faire, hein, parce que des fois, je repassais jusqu'à minuit, 1h du matin, hein, pour arriver à donner le tour, à laver tout le linge que j'avais. Et puis, j'avais un voisin, il promenait son chien toujours tard. Puis des fois, je le rencontrais, puis il me disait, mais c'est pas possible, hein. Je vous ai vu, hein, depuis la route, vous repassiez encore à 1h du matin, hein. Je lui dis, oui. Oui, mais il faut bien. Pour arriver. Là, je voulais aller, depuis tout petit, je voulais travailler dans une banque. Enfin, j'avais un directeur de banque et
père aussi d'un copain, était directeur de l'UBS, à l'UBS. J'ai toujours dit, je voudrais travailler dans une banque et j'ai pu être un petit peu pistonné parce que mon père, avant d'être laitier à Vendeuvre, était jardinier dans une famille dont un des fils était connu à la banque Lombardier. Il faisait partie de la banque Lombardier. Donc j'ai pu être un petit peu pistonné pour rentrer parce que j'avais pas de bonnes notes. Ouais, depuis tout petit, je voulais travailler dans une banque. Alors moi je comprends pas ça. Hein. Ces gens avaient de belles maisons, pas loin de chez nous. Non mais que la banque. Ben justement, parce que ces gens avaient des belles voitures. C'est ça qui Ben t'a. oui, Ah bah j'apprends quelque chose. ils travaillaient dans une banque. Ah bah tu me déçois. Ils travaillaient dans une banque. Puis je me suis dit, Non, je suis fort déçu. le père d'un copain aussi travaillait dans une banque. Je dis quand même, c'est des gens qui n'ont pas besoin de porter du lait, qui n'ont pas besoin de trimer comme des fous. Ça doit être intéressant. Compter de l'argent, bah, on pense qu'à l'argent, quoi, j'entends. On dit oui, compter de l'argent ou. Bah là je découvre une facette. Moi j'ai toujours dit, hein, depuis petit, j'aimerais travailler dans une banque et j'ai été dans une banque. Ah oui d'accord. Puis j'en suis pas ressorti. Par exemple, à l'école de mes enfants, pour l'époque tu vois, quand les gamins se disent le boulot de leur père, bah, c'est clair, ils aiment bien dire mon père c'est le chef du skatepark. Ils sont hyper contents, puis leurs potes sont là, waouh quoi. Ou des fois ils sont passés dans l'école le long du skatepark pendant que j'étais en train de faire du skate, puis c'est clair, ils sont là, et yes, c'est mon père quoi. Alors bah, évidemment, ça me ferait plaisir qu'ils fassent du skate quoi. Mais je me suis toujours dit que le skate, c'est pas un truc à faire avec ton daron, quoi. Justement, il y a un petit côté transgressif, il y a un petit côté émancipation, quoi. Tu sors du nid avec ton skate, tu vas explorer le monde. Donc je viens au skatepark souvent avec eux, mais je sais qu'ils skatent avec des juste un peu plus grands qu'eux. Que ce soit quelque chose qu'ils aient du plaisir à découvrir sans moi, quoi. Mais c'est vrai que quand ils ont lâché la trottinette, j'étais content. J'étais tellement content. Parce que le skate, ça te garde bien dans l'enfance quand même. On est des bons Peter Pan, quoi. Ouais. J'ai mis du temps à me mettre dans le rôle. De devenir père, quoi. T'es écartelé, hein. Du coup, t'es écartelé entre le monde de l'adolescence et... Enfin, tu vois, moi je skate tout le temps, mais tous les mecs de mon âge, là, ils skatent plus. Du coup, je passe mes journées avec Tito, tu vois, qui a 18 ans, avec des mecs... des fois, je passe mon après-midi à discuter avec des mecs de 14, 15, 16 ans, quoi. Tu vois, à l'année, ça te garde dans un truc un peu infante, puéril... Enfin, j'en sais rien, mais je sais que je suis vachement plus en phase avec les jeunes que tous les gens que je connais de mon âge, quoi. J'ai pas ce décalage-là avec la jeunesse. Par contre, je l'ai des fois avec les gens de mon âge, quoi. Et des fois, c'est pas facile hein, de passer de l'un à l'autre. Hein. Et puis le fait d'être le plus vieux, tu vois, moi je suis toujours le plus vieux sur le skatepark. C'est une place confortable aussi. Tu vois, d'être le grand frère, d'être le patron, quoi, le boss, quoi, ego trip. Alors voilà, du coup, quand je me retrouve avec des mecs de mon âge ou plus vieux, bah, je perds ma place de patron, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, j'aime pas trop ça. Ouais, j'ai mis du temps à me mettre dans le rôle, quoi. Dès que t'es plus seul à bord, t'as un petit moment de panique quand même. Hein. Un moment vraiment, j'ai flippé. Je me suis dit, putain. 40 balais, là, j'ai un diplôme de l'ECG, c'est tout ce que j'ai. Enfin, j'ai plein d'expériences concrètes et uniques, mais j'avais l'impression d'avoir tout faux en fait dans mon parcours, quoi. Et puis, heureusement, après j'ai réalisé hein, que toute cette somme d'expérience, elle m'aidait au quotidien, quoi, où elle faisait de moi quelque chose d'unique, qui fait que j'ai quelque chose à apporter ici, quoi. Patron, quoi.
J'y réfléchissais récemment, j'ai l'impression que quand on est très très nombreux, alors là pour le coup avoir connu ça, des parents qui se séparent. Ce qui est dur, c'est pas de perdre la présence de l'un, tellement, oui un peu mais, c'est qu'on découvre quand on voit les êtres qui nous sont le plus chers en tant qu'enfants, on découvre que c'est possible de ne pas les aimer, que entre eux ils s'aiment plus et donc c'est possible de ne pas aimer maman. Je les ai jamais appelés maman et papa, je les ai toujours appelés par leur prénom parce que ils voulaient pas être réduits à une fonction. C'était l'époque. Donc c'est John et Anya, mais c'est possible de pas aimer Anya. C'était plutôt dans ce cas-là que ça s'est passé. Donc ça, de se rendre compte de ça, c'est très dur pour un enfant parce que du coup on remet la personne en question aussi et peut-être qu'on l'aime, plus de la même manière non plus, ou en tout cas ça devient une possibilité de plus avoir ce lien très fort. Il est coupable dans le sens qu'on peut le couper comme un ruban. Et puis donc ça a été très dur et puis ça a changé complètement la dynamique de Dieu. Là ça devient vraiment intime, donc je vais glisser dessus. Ça a beaucoup changé la dynamique avec mon frère. Et ma mère et moi, de carré, on est devenu un triangle et c'était pas évident. Peut-être quelque chose qui a aussi à raconter, qui est quand même, je pense, voilà, assez important, quoi. C'est que j'avais quoi, 18 ans, quoi, et puis je vivais toujours chez mes parents, quoi. Et j'avais une situation, je bossais dans une boîte informatique qui développait l'intelligence artificielle. J'avais aussi rencontré une de mes premières copines qui s'appelait Jessica, quoi. Puis bon, voilà, on était très amoureux, ça se passait bien, tout ça, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est, moi, avec ma famille, ça allait bien. Il n'y avait pas de... Avec ma sœur, je m'entendais très bien. Avec mes parents, je m'entendais très bien, tout ça, quoi. Et je sais pas, il y a un jour, plusieurs jours, j'ai eu un vide en moi que j'ai ressenti, quoi. J'avais tout, mais il manquait quelque chose. Et je ne sais pas encore ce que c'était. Parce que la seule chose que je savais, si je reviens au passé, voilà, à l'image, c'est que j'allais vers le pont pas le Karl Vogt, celui qui va juste des acacias, de plein palais, aux acacias, quoi. Et puis je regardais ce pont, puis je voyais les oiseaux qui s'envolaient, quoi. Puis je me disais, ouais, voilà, moi c'est ça qui me manque. Je crois que j'ai envie de m'envoler. Mais pas dans le sens de me suicider, hein. Loin de ça, quoi. Mais dans le sens de m'envoler, je sais pas, il manquait quelque chose, quoi. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période-là, j'ai connu quelqu'un qui était un peu fiancé avec une Thaïlandaise, et il m'avait dit, oui, il m'avait parlé plusieurs fois de la Thaïlande, il m'avait dit, alors moi, si tu veux, je t'arrange un voyage, tu vas vivre dans la famille de ma fiancée, et tout ça, quoi, voilà. Puis bon, il y a eu cette coïncidence, et puis c'est que, bon, moi, après, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai pété les plombs. J'ai pris toutes mes économies, j'ai pris un appareil à photo que j'ai vendu, quoi, et j'ai acheté un billet pour la Thaïlande, quoi. Le copain m'a acheté le billet, quoi, voilà, quoi. Puis j'ai tout plaqué du jour au lendemain sans rien dire à personne, ni à ma famille, ni à ma copine.
ni au travail. Donc je suis parti en Thaïlande. Puis bon, bah, c'est vrai que voilà, ma famille, c'était vraiment le plus grand souci, quoi. Quand ils ont appris que j'étais en Thaïlande, ils sont tombés, voilà, et voilà, ils n'ont pas compris, quoi. Puis moi, en fait, ce que j'ai compris à travers ce voyage, parce que quand j'étais là-bas, j'ai commencé à fréquenter des bouddhistes là-bas, quoi. Et j'ai commencé à aller dans des cérémonies bouddhistes, tout ça, avec eux, tout ça, quoi, méditer avec eux, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce voyage, en fait, je l'avais fait. Je suis parti comme ça parce que ce vide, en fait, c'était mes origines, en fait, qui me manquaient. De connaître mes origines, quoi. Et puis, moi, en fait, mon projet, quand j'étais là-bas, c'était d'aller jusqu'au Vietnam. Et à l'époque, il y avait les Boat People, il y avait encore les Khmers rouges, tout ça, quoi. Donc on m'a déconseillé, quoi. Et puis quand quand j'ai appris que je devais repartir, on m'a dit ouais, retourne en Suisse, tu vas avoir des problèmes là-bas. Bon, ma mère, elle a fait une grande fête pour me recevoir, tout ça, quoi. Elle était toute heureuse de ça, mais mon père, il m'a pas parlé pendant 3 mois. Il m'a fait la gueule. Ma copine, elle m'a... Bon, ouais, mais c'est clair qu'après, elle m'a quitté, quoi. Le travail aussi, quoi. Eux, ils m'ont licencié, quoi. Et je crois, après, comme on dit, il y a le karma. Voilà, il y a la loi de l'existence, quoi. Comme on dit, quoi. Puis bon, il y a aussi un autre problème, c'est que c'est vrai que moi, j'étais avant, je repoussais par rapport à ma famille adoptive. C'est vrai que pour moi, pour moi, c'était pas ma famille. Pour moi, ma famille, c'était la famille qui m'avait conçu, quoi, voilà. Puis je pensais comme ça, bon, plus maintenant, mais je dis, voilà, donc après, ben, voilà, j'ai commencé à comprendre que, voilà, c'est que j'ai refoulé ma famille un peu, voilà, quoi. Excusez-moi, peut-être c'est pas dans... Enfin, je suis un peu dans le désordre. Au niveau de la lutte, j'ai commencé seulement quand je suis arrivé ici, en fait, à partir de 2002-2003. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu en 2008, donc la vigie a commencé en 2007, donc c'est depuis le 26 avril 2007. Tous les jours ouvrés. Donc le but de la manifestation, c'était d'interpeller, de se calquer sur les horaires des employés de l'OMS, donc interpeller l'OMS publiquement. Et moi je connaissais pas du tout la culture non violente. C'est un type de manifestation qui s'inscrit un peu dans la posture gandhienne, quoi. C'est pas dynamique. Et je venais faire le relais. Après mon boulot, moi j'étais à 5 minutes du boulot. À chaque fois que je rentrais du boulot, je passais ici, discutais avec les personnes. Et je faisais de plus en plus de remplacements. Donc, et puis j'apprenais énormément à leur contact au niveau des luttes, l'histoire de la lutte qui s'était passée avant, anti-nucléaire, etc., plus les affinités au niveau écologie. Donc j'avais fini de payer ma maison aussi, au niveau du crédit. Le banquier, au revoir. Mon projet de vie, c'était ça. Donc j'ai économisé toute ma vie pour ça. Mais ça m'intéressait pas du tout de devoir lécher les bottes du banquier, quoi. C'est-à-dire, j'avais vu mon père, qui est paysan, ils sont prisonniers de leur endettement. Lui, il était toujours dans ses petits souliers, c'était encore la vieille éducation. Mon père, ce héros qui était dans ses petits souliers devant le banquier. Donc, j'ai toujours eu en tête d'être indépendant financièrement. Voilà. J'ai économisé pendant les 20 ans que j'ai bossé pour ça. En gros, j'avais un petit pécule. Tu sais, les paysans,
On est avec un oursin dans chaque poche. Hein. Donc voilà, j'ai posé ma démission et j'ai pas cherché de boulot. Mon boulot, c'était continuer de retaper ma maison. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fini. Je sais pas si j'arriverai à finir un jour. Parce que depuis que j'ai démissionné, j'étais encore plus dans les manifs que sur mon chantier. Parce que au niveau humain, c'était beaucoup plus enrichissant de faire les rencontres et les manifestations et ça, la liberté. D'ailleurs, j'ai constaté la liberté que j'avais comme ça. J'avais cet avantage-là. J'ai pas eu de noyau familial autour de moi. Bon, ben, c'est des choix de vie. Bon, mais ce que je voulais dire, pourquoi j'ai abandonné un peu l'importance de la construction, et je le lèguerai à des jeunes qui sont dans ce move, engagés politiquement, c'est que ça sert à rien de faire un projet écolo dans son petit coin. De faire un jardin en permaculture ou agroécologie et tout. Si du jour au lendemain, ton jardin, là, il est contaminé par la radioactivité, par le césium 137, ou par les OGM, tu vois, il faut aller en amont du problème. Tu remontes à l'origine du problème de la panne, et la panne, elle vient dans le système économique, qui est complètement basé sur le pognon et le pouvoir, la guerre pour avoir le pouvoir et les matières premières à bas prix. À mon avis, les luttes qui s'inscrivent vraiment dans l'opposition politique au système, elles se créent sur les luttes de territoire. C'est ce qui se fait à Notre-Dame-des-Landes ou dans les autres projets. Les autres grands projets là, inutiles comme le TGV Lyon-Turin, c'est la même lutte que les Indiens autochtones qui continuent de se manifester partout dans le monde pour accéder à la terre nourricière, si tu veux. Et cette confrontation de lutte entre les citoyennistes qui passent par les lois et les autorités qui ont des moyens énormes au niveau juridique, et en même temps il y a la lutte d'occupation par la force, oui, on peut dire. Enfin, c'est seulement quelques pierres et quelques bouteilles par rapport aux armes des flics c'est démesuré, les armes des... D'ailleurs, ça a tué. Ah, j'étais là quand le week-end où il est décédé, le jeune Rémi Fraisse. Et c'est là que j'ai vu cette confrontation de lutte entre violence... On est toujours sur la corde raide entre violence et non-violence. Est-ce que j'agis ou j'agis pas? Est-ce que je vais plonger dans la violence ou pas? Alors, bon, pour l'instant, moi j'ai réussi, mais... et je pense que c'est faisable de le faire dans la non-violence, mais il faut accéder à la parole publique et on s'est complètement verrouillé, on est invisible. Mais il y a aussi un autre personnage que j'ai croisé, Albert Jacquard, qui a beaucoup œuvré contre la croissance en général. Et il parlait, c'était quelques mois avant sa mort d'ailleurs, qui résume bien le truc. Il disait que l'homme a complètement raté le processus de la rencontre. Ce que je suis, c'est ce que je me suis donné en rencontrant les autres. Donc ça, c'est déjà... c'est fort. Énorme. Ça résume bien. Ensuite, je me souviens qu'il avait dit aussi, tout discours sur la croissance ne peut être fait que de mensonges. Et ce qui m'interpellait, c'était le mot entropie. Dans le phénomène de décroissance, c'est des langages que je connaissais, c'était ma formation, les systèmes anthropiques, les pertes. Il y a des pertes dans tout cycle. Il y a des pertes qui ne sont pas prises en compte dans le système économique actuel. Lavoisier, un scientifique français qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, mais il ne faut pas oublier de dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, mais se transforme en poussière. Tu ne peux pas le récupérer. Enfin, il y a beaucoup de pertes dans ce que tu fais quand tu fabriques quelque chose. Et ça peut être des poussières radioactives à la fumée des centres d'incinération. Tu ne peux pas le récupérer. C'est ça l'entropie. Les pertes là que tu as, que tu ne peux pas récupérer. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pris en compte et ils continuent de cacher le fait qu'il y a de la perte et des conséquences incroyables à l'exploitation des matières et des hommes. C'est maintenant que le défi va se faire. C'est au niveau mondial, tu le sens, de toute façon. C'est complètement, ubuesque. Je veux dire, la priorité, elle est technique. C'est-à-dire qu'on doit arrêter la technique.
en premier, enfin le nucléaire en premier. Je veux dire, on n'est plus dans une sorte de la lutte classique entre les riches et les pauvres, les gros et les petits, et on doit arrêter la machine qui broie les hommes. Donc il y a le système économique actuel, mais il y a aussi la machine, la réelle machine, qui est le nucléaire. Donc il faut appuyer sur la machine, sur le bouton rouge. C'est-à-dire, tout système technique a un scénario d'arrêt immédiat. Un bouton rouge, un gros bouton rouge, il faut appuyer sur le bouton. Même, c'est vrai que tu seras toujours embêté par les déchets qu'il y a autour. La pollution, les problèmes, tu en auras pour des siècles. Mais au moins, arrêter la machine. Parce que quand elle explose, c'est encore pire. Ma vie, elle a commencé au Vietnam. Alors, c'était la fin de la guerre entre les Américains et les Vietnamiens. Et puis, donc, moi, j'étais dans un orphelinat catholique. Donc, après, ensuite, j'ai été adopté à l'âge de 4 ans. Je suis né en 71, le 9 mars 71. Ma mère, à la fête de Santa Lucia, Elle avait mangé trop de toronné. Et elle était à l'époque une femme de 35 ans, plus ou moins. Et elle mange trop de toronné, alors elle va voir son médecin et la regarde. Oui, vous avez mangé trop de toronné. Il n'y a rien de bien grave. Mais il lui pose la question, est-ce que vous avez des enfants? Et ma mère, qui était mariée depuis 8 ans environ, elle dit non, j'ai pas d'enfant. Ah, mais une belle femme comme vous, en pleine forme, faudrait peut-être y penser. Alors elle est rentrée et puis elle a chopé mon papa. Écoute, j'ai dit Gianni, et tu sais, le médecin m'a dit comme ci, comme ça, et puis il lui a dit bon, allez, j'étais faite le 8 janvier, et ça commence là. Mon grand-père, il était français, ma grand-mère, elle était suisse. Ils ont été élevés au rang de juste parmi les nations, par l'État d'Israël. Vu qu'ils ont les deux un olivier planté à leur nom en Israël, ils ont leur nom marqué sur le mur des justes. Ils faisaient partie du réseau contre-espionnage. Ils ont fait passer des familles juives et puis des documents. Ça partait aux États-Unis, ils ont été décorés par les services secrets américains aussi. Non, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. 75 ans. Et moi, 4 ans de moins. Ça a commencé ici. Ça a commencé ici, tout simplement. Mais mes parents ont acheté une petite parcelle. T'es né ici, quoi. Mon père est vaudois du Piémont. Mon père était vaudois du Piémont, je sais pas si vous savez. Oui. Ma mère était savoyarde. Voilà. Il y a un petit mélange. Moi, je suis né à la campagne avec un père qui livrait le lait dans une commune de Vent, la commune de Vendœuvre. Moi, j'ai 87 ans. Voilà. Pardon. J'ai fait les 100 kilos de bienne. Des choses comme C'est ça. folie, quoi. 17 ans. Hamundi. Je viens de Hamundi. C'est une ville à côté de Cali. Enfin, un petit village en Colombie. Bah, ils se sont cassés. Ma mère, elle s'est cassé le pied. Et mon père, le doigt. Ah, je crois que c'est le petit doigt du pied. Et il m'a dit que c'était très mauvais, ça, pour l'équilibre. Mais je m'en souviens pas trop. Bah, les deux, ils ont eu un arrêt maladie. Donc après, il y a eu des bêtises et moi, je suis né. Moi, je suis content d'être là. J'ai failli rester en Turquie. Je suis parti au Club Med en Turquie. Et j'ai eu des gros problèmes de dos. En fait, je me suis fait opérer d'une hernie discale il y a 2 ans. Et puis, en Turquie, là-bas, en vacances au Club Med, j'avais tellement mal au dos, il y a une voisine qui m'avait donné des anti-inflammatoires. J'ai pris sans manger. Et ça m'a percé l'estomac. Et en fait, j'ai fait une hémorragie interne, si tu veux. Bah, j'ai pris ce médicament le mercredi, puis je rentrais le samedi. Et puis le vendredi, c'est justement cette Parisienne-là qui m'avait dit, parce que je commençais à... Enfin, j'avais mal au bide, j'étais fatigué, puis j'avais des selles noires, c'est pas très... Mais je trouvais ça bizarre et tout. Puis je suis allé à l'infirmerie. Et à l'infirmerie, elle m'a amené dans une clinique. Dans la clinique, je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé dans l'ambulance, direction l'hôpital, soins intensifs. Je savais pas ce qui m'arrivait, puis j'ai fait une semaine d'hôpital en Turquie. Là-bas, ils m'ont transfusé 1,5 litre de sang, j'avais perdu 1,5 litre de sang, ouais.
Et si j'avais pris l'avion, le médecin il m'avait dit, si j'avais pris l'avion, j'étais dans le cercueil à l'arrivée. Hein. Alors tu vois, c'est pour ça que je dis que je suis content d'être là. Je suis vraiment content d'être là. Putain. On a perdu François le mercredi. On avait rendez-vous le lundi au pont funèbre. Puis quand on est allé, mon mari n'était pas encore arrivé parce que comme il était en autopsie, on espérait de tout cœur qu'il arrive parce qu'en plus, comme c'est l'été, il a fait très chaud. Bah ouais, cette période-là, ça a été vraiment un été terrible. Il nous avait déjà programmé la cérémonie pour le jeudi après-midi. Mais il espérait de tout cœur que mon mari arrive. S'il m'a dit s'il n'arrive pas, on va être embêtés. Et puis, on a eu de la chance. Pendant qu'on était avec lui, François est arrivé. Et puis après, parce que ce monsieur a pris très à cœur son travail, avec un grand professionnalisme. Et puis il le connaissait. C'était le chef de la police. Et puis il se trouve qu'il y a l'agent de mon mari qui est venu. Et l'agent de mon mari qui est venu, il est venu amener l'habit de mon mari. Et là, on a pris une claque avec mon beau-frère. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On ne savait pas qu'ils allaient enterrer mon mari avec son uniforme. Et puis, ils l'ont fait. Mais c'est un uniforme, ils l'ont enterré avec l'uniforme de sergent-major. Qui vraiment, en plus, c'est compliqué à mettre. Et ils ont dû l'étendre. Hein. Pour montrer, parce que tu as les boutons, tu dois les mettre d'une certaine manière, puis ici, tu as une sorte de... que tu dois mettre d'une certaine manière. Puis j'ai dit, puis maintenant, faut qu'on voie le curé. Hein. Je le connaissais pas, moi, ce curé-là. Puis il m'a dit, ah, vous verrez, il est super cool et tout. Je dis, ok, on va aller le voir et tout. Puis on est allé le voir. Et il est biker. C'est celui qui... C'est le curé qui, tu sais, qui, en début de juin, qui donne l'absolution aux motards. Et il a reconnu mon fils, l'aîné. C'est la première moto qu'il avait donné l'absolution le 1er juin. Et puis après, moi j'ai dit, ce que j'aimerais, c'est les musiques. Et mes musiques, c'est pas... Alors il m'a dit, oui, vous savez, moi j'aime l'orgue. Je dis, moi pas du tout. Je dis, mon mari détestait, alors je dis, écoutez. Puis ce qu'il m'a dit, vous voudriez quoi? Je dis, moi, Scorpion, ACDC. Et Anarchie, le film. Puis pour finir, il nous a accordé nos musiques, parce qu'on lui a accordé son orgue. François est arrivé, puis ils nous ont demandé si, vu qu'il est arrivé le lundi, on l'enterrerait le jeudi. Puis il nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu peux tout à fait décider de fermer. Puis il n'y a que toi. Comme tu peux décider de le réparer, entre guillemets, et tout. Et moi, j'ai estimé que je devais présenter mon mari. Et mon beau-frère, j'ai dit, mais tu sais, je vais te dire une chose, Jean. Par respect, si ce n'est que les deux agents, ça faisait 32 ans qu'ils travaillaient avec. Je dis, ça fait 32 ans que Bubu et Lulu étaient. Et ils ont essayé de sauver ton frère. Et je ne pense pas que ça leur ferait pas plaisir. Je pense qu'ils vont rendre présentable François. Et je pense qu'ils aimeraient venir lui dire au revoir. Donc on va le faire. Et franchement, ils l'ont bien rendu. Ils l'ont très très bien rendu. Le seul bémol, c'est que on avait une vision de François qui avait 55 ans. Et là, on a une vision de François quand je l'ai rencontré. Il était vraiment beau, mon mari, parce qu'il était en plus, ils lui ont mis sa casquette, ils lui ont mis les gants. Quand Jean l'a vu,
On a pleuré quand on l'a vu. Parce que là, c'était vraiment vrai. Et ce qui était fort, c'était avec mon beau-frère. Parce qu'avec mon beau-frère, comme il nous l'avait emmené, on s'est dit, il est parti, il va revenir. Et là, ils nous l'ont ramené. Mais ils nous l'ont ramené, mais il ne se réveillait pas. Et on s'est regardé avec Jean, puis j'ai dit, il est vraiment parti, là? Parce que c'est ton frère qui est là. C'est mon mari qui est là. Puis il était vraiment beau en plus, vraiment. Et puis, Jean insistait toujours. Tu sais, les boutons. Les boutons, les boutons. Et puis, comme ils m'ont demandé combien de temps, j'ai dit, vous faites au mieux. Et on devait le fermer le jeudi matin, le jeudi après-midi. Et moi, j'ai pris la décision de le fermer le jeudi matin. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à Jean, j'ai dit, tu sais, je crois que ton frère, il est fatigué. Regarde son visage, il est épuisé de voir tout ce monde triste. Donc, il faut le fermer. Je lui dis, écoute, il faut vraiment que tu te reposes là, tu es fatigué, François, il faut que tu te reposes. Et puis après, ils nous l'ont gardé, puis on a été à l'enterrement. Puis lui, il a même fait un truc extraordinaire, Jean, parce que il m'a dit, je vais de ce pas-là à l'église et tout, puis j'ai dit, ah bon? Puis il a mis un grand drapeau, Harley Davidson. Puis j'ai dit, mais tu vas où avec ça? Il me dit, on va pas me dire non, il l'a mis sur l'autel. Oh, j'ai dit, mon Dieu, le curé, il va te tuer, t'avais le truc. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis surtout, il y a eu aussi une chose, c'est que comme François faisait partie du club Harley Davidson Police, ils avaient un t-shirt bien précis. J'ai retrouvé le t-shirt de mon mari. Et ils ont tous signé. Et puis alors, ce qui était extraordinaire, c'est que le curé m'appelle, il me dit, écoutez, Madame Rueda, faut vraiment mettre le sono. Je dis, pourquoi faire? Il me dit, il y a plein de gens qui vont aller dedans, il y a plus de 400 personnes. Puis je dis, mais vous rigolez? Puis je dis, mais c'est une église qui s'entend. Non, il faut l'extérieur. Puis je comprenais pas, puis je dis, ah bon, mettez la sono, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'enterre mon mari, voilà. Alors bon, on a mis la sono et tout, et puis c'est vrai que quand on est arrivé à l'enterrement, mon fils, il me dit, mais je lui dis, écoute, nous on va tout droit, on va devant. Et on est allé tout droit. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils nous avaient prévenus, alors t'avais tout sur les côtés, t'avais tous les policiers municipales de Genève, les représentants. Après, t'avais tous les grands responsables de gendarmerie, mais en uniforme. Je dis, ouais, bien. Après, j'ai eu tout le staff administratif de Carouge. Je dis, ok. Les gars de mon mari, avec le personnel administratif, que ça faisait... sa secrétaire, ça faisait 20 ans qu'elle était avec François. Mais ça, j'ai trouvé beau parce que... Alors, il y en a... Alors, des flics sont venus en biker et en tenue de gendarme et en biker. Puis c'est vrai, quand on est arrivé, il y avait une dizaine de motos. Puis je me dis, mais oula, ça va faire fort quand même, parce que c'est pas prévu comme ça. Puis après, il y avait tout, puis après du monde. Et puis quand ils ont commencé, après il y a eu, mon mari est rentré. Et c'est vrai que les gens étaient, parce qu'ils me disent, ils ont été très impressionnés par ces types qui ont porté mon mari, pas c'était ces gars qui l'ont porté. Mais ils ont vu qu'il y avait quand même 3-4 personnes qui avaient de la peine à le lâcher. Et toi, tu es là, tu regardes, putain, c'est super, quoi, parce que... Nous, on est restés vraiment avec mes enfants, on était... On s'attendait pas à ça.
Parce qu'on s'est dit, bah on savait. On savait qu'il était aimé, mais à ce point-là. Et puis, Merde, mais merde! Puis après, bah, mon fils, il voulait dire quelque chose à son papa, puis mon grand, puis il m'a dit, je peux pas. J'y arriverai pas. Ça va aller, tu t'inquiètes pas, ça va aller. Ça va aller, là, Tristan, ça va aller. Tiens le coup, ça va aller. Et il me dit, il est parti, maman. Et jamais j'ai vu mon fils. Très peu, j'ai vu Tristan pleurer. Comme très peu, j'ai vu Damien, qui a 23 ans, pleurer. Et là, il était, mais, fondu. Puis Damien, Tristan, il me dit, mon Dieu, maman, ils sont tous en train de rendre hommage à mon père en uniforme. Et ils ont fait le salut. Puis même le porte-drapeau. T'aurais dû voir le porte-drapeau. Il était en larmes. Parce que tout le monde, parce que tu as tout le personnel de les collègues de mon mari qui ont fait ça. Après, tu as tout le personnel des municipaux. Après, tu as les gendarmeries et tout. Puis tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Puis quand ils sortent, tu te dis, mais c'est pas possible. Après, ils ont encore fait l'hommage des drapeaux. Moi, je dis, mais c'est pas fini. Les collègues de mon mari se sont mis en haie d'honneur. Chacun d'un côté, tout ça. Et les pompes funèbres ont sorti mon époux. Ils l'ont mis au milieu. Et après, ils ont fait les hommages comme un chef d'État. Là, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était... Enfin, j'ai dit à Tristan, ouais, je crois que t'as raison. Il est vraiment parti, là. Et là, à ce moment-là, ils ont vraiment mis le ACDC et tout ça. Puis une fois que c'est fini, eh ben c'est les motos qui ont fait le vroom. Ma maman, c'est une guerrière. Non mais vraiment. Bah, quand elle était petite, elle a quand même pris le choix. Bah, je vois pas mon père dire ça. Mon père, c'est la tranquillité, la flemmardie et tout ça. Elle a pris la décision de venir à Barcelone, d'arriver sans rien. Après, pendant quelques temps, mon père y travaillait pas et c'est elle qui maintenait la maison. Elle maintenait mon père. Quand il y a eu les problèmes en Colombie, pendant qu'ils faisaient le tribunal et tout, ils ont vu qu'elle n'était pas coupable. Elle est quand même restée à Bogota, c'est la capitale. Et moi, j'étais à Cali avec ma grand-mère. Elle est quand même restée là-bas pour visiter mon père, essayer de trouver une manière de le sortir de... Bah, il est quand même resté en prison. À un moment, il est resté 3 ans. Après ça, on est rentrés ensemble à Barcelone. Elle travaillait à midi, elle travaillait le soir. Bah, elle a fait tout ça et elle a réussi à me ramener ici. J'ai appris plusieurs langues. Elle a un bon travail, là. Elle travaille dans une EMS. C'est plus tranquille que comme elle travaillait avant. Mais il y a des moments où, quand elle voit qu'elle a plus d'argent, elle travaille aussi le soir, dans des restaurants ou dans le marché, avec
Une dame colombienne qui fait des arepas et tout. Et même maintenant, ils veulent plus nous donner les bourses. Ils disent que ma mère, elle gagne un salaire minimum un peu. C'est devenu plus strict. Donc il y a des moments où on n'a pas d'argent. Elle me donne 50 francs par mois. C'est rien. Vous allez au McDo, vous n'avez plus d'argent. Ou il y a des moments où je vais chercher le loyer d'une dame et je le ramène à la poste et je gagne 30 francs. Ou il y a un ami à elle aussi qui me demande de lui faire des factures et il paye 30 francs une facture ou 100 francs une facture. Des petites conneries comme ça, pas plus. Mais elle, quand elle voit qu'elle a vraiment plus d'argent, elle a une carte d'Espagne. Elle paye avec cette carte et après elle rembourse. Elle est tout le temps comme ça. Elle paye, après elle rembourse. Elle paye, elle rembourse. Elle a tout fait. Et elle sortait pas. Ça, je m'en souviens. C'est maintenant qu'elle commence à sortir. Ça me choque. Mais elle a vraiment tout donné pour moi. Et c'était vraiment, elle voulait que j'ai tout. Et j'ai tout eu. Donc, je suis très contente. Toute ma famille, elle dit que j'ai une maman incroyable. Et elle est incroyable. Mais elle a un fort caractère, ça oui. Ça change par ici, tout le monde et tout. Ici, tout le monde est libre. Les enfants, depuis 16 ans, ils font ce qu'ils veulent. Ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, j'ai l'impression. Ou sinon, ils rentrent à 2 heures. Mais moi, elle me faisait rentrer à 10 heures. Minuit. Même maintenant, dans 10 jours, j'ai 18 ans et je ne peux pas sortir jusqu'à l'heure que je veux. Mais je trouve qu'elle le fait par amour. Si je sors, elle m'attend. Et si elle est endormie, je dois la réveiller et je dois lui donner un bisou pour voir si j'ai bu ou si j'ai fumé. C'est une maman qui fait attention à tout. C'est une bonne maman. Parfois, je me dis que j'aimerais bien avoir une maman qui me laisse faire ce que je veux et que je rentre, même si je suis bourré, je vais me coucher, c'est tout. Mais je trouve que cette attention, elle m'a... Je peux rien lui reprocher. Sauf son caractère, quand on s'énerve, parce qu'on a le même. Elle n'aime pas cuisiner, mais elle me fait des plats colombiens que ça prend du temps. Elle adore faire le ménage. Ça, moi, je préfère cuisiner, mais après, je salis tout. Vraiment, toute la cuisine, elle est dégueulasse. Elle adore faire le ménage. Mais une fois par week-end, elle veut que j'apprenne à cuisiner, que je fasse des plats colombiens. Et mon copain, je l'ai eu à 14 ans, et on est restés 2 ans et demi ensemble. Ce qui fait que, au début, non, mais elle a appris à l'aimer. Et maintenant, on a fini et je suis avec quelqu'un, et elle ne l'accepte pas très bien. Et il n'y a pas de maman, ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui, je vais dormir chez lui. Ah non, ça. non, il dort là, et une fois, il n'avait pas les clés de chez lui. Ses parents, ils étaient en Espagne aussi, donc il est venu dormir ici. Elle a dormi avec moi, il a dormi dans sa chambre. Ça lui reprend du temps. Mais il faut faire avec. En fait, je vivais seul. Ça, c'est quelque chose qui te marque et qui te dérange, en fait, de temps en temps, parce que j'ai vécu seul avec mon père, sans ma mère. Et ma mère ne voulait pas rester. Ils n'étaient pas divorcés, mais elle ne voulait pas rester. Et mon père, il n'était jamais là, donc j'étais seul à la maison avec une bonne. Vous voyez? Donc, je lui en veux quelque part à ma mère, et j'en veux aussi à mon père. Pourquoi il m'a arraché à 6 ans? Pourquoi il m'a amené là-bas? Je dis parce que il voulait que je sois un homme. J'ai dit oui, mais bon... Et j'avais tout, j'avais une bonne, donc, mais il y avait toujours la mère en fait qui manquait. Vous voyez, à 6 ans, ça fait quand même, le soir, à 6 ans, ça fait quand même tôt. Vous voyez, ça fait tôt, ouais. Et pour me venger d'elle, je sais que là, quand j'avais 6 ans, il fallait qu'on me coupe le zizi en fait. Donc,
Chez nous, on coupe le zizi. La mère très fière pour couper le zizi, donc elle organise une fête pendant une année. Elle ramène tous les chefs qui sont, en fait tous les gens qui chantent et toute une année préparent pour faire la fête à son fils. Et moi, je lui ai fait un sale coup. Voilà, j'ai fait en sorte que cette fête n'ait pas lieu en fait. Et j'ai dit à mon père, écoute mon père, tout le monde moque de moi, mes copains, vous m'avez pas coupé le zizi, alors mes copains ils ont tous coupé le zizi, il faut que je coupe. Il dit écoute, bon cet été on va aller chez ta mère, on va couper, ta mère elle prépare une fête et tout, faut que tu sois patient. Et un soir, mon père, comme il était, tu sais, comme ils avaient le soir, il fallait qu'il reste à la caserne pour assurer la permanence. Voilà. Je savais qu'il rentrait 22h pour manger, puis j'étais sur son lit, en train je préparais la scène en fait. Et je tire, j'ai pris le bout et puis je fais semblant, je savais qu'il allait arriver. Et tu vas te couper tout seul comme ça? Tu penses pas, là, tu vas avoir une hémorragie, tu vas mourir, t'es malade, tu arrêtes ça. Je te coupe ça demain. Je t'assure, demain, il m'a dit demain je te le coupe. À 7h, le matin, il arrive avec le bonhomme, il me prend les jambes comme ça, il me les coince comme ça, c'est mon père, il me les coince comme ça, et puis tac. J'ai même pas pleuré, le gars il m'a dit putain ça c'est un homme. C'était à vif. Et puis après il va voir l'infirmier, il lui a dit voilà, maintenant il faut que tu soignes mon fils, ça y est, maintenant on l'a coupé. Après c'est les vacances qui arrivent, à peine 2 semaines de vacances, ouais il nous restait 2 semaines hein, quand je me suis coupé de vacances, enfin voilà, on arrive à Tadjoura, ma mère elle est toute contente, heureuse. Ah, mon fils est là, regarde ce que je fais, regarde tout ça, regarde tout ce qu'on a fait, tout le monde et tout. Je vais appeler tes cousins, tes oncles, les femmes et tout, louloulou. Et j'ai dit, maman, tu sais, papa, il m'a coupé le zizi. Il m'a dit quoi? Elle rigole, tu sais. Arrête de te moquer, Ahmed, arrête de te moquer de moi. Tu sais, ça c'est pas possible. Donc elle est partie dans sa cuisine et tout. J'ai dit, maman, j'ai dit, tu veux que je te montre? Elle dit, oui, viens me montrer. Mon père, il savait qu'il allait être tabassé, donc il est parti chez sa sœur, il est pas... Et à tout, le pauvre, il est parti là-bas, il revient le lendemain, il arrive le lendemain, gros caillou, elle avait tout ce qu'elle avait sur lui, elle a jeté. Boum, 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 espèce de salaud, je veux plus te voir! Parti en courant. Donc il a fallu négocier, les oncles et tout, ça a pris 1 mois pour que ça rentre. Et tu vois, ça c'est un truc qui a... Et je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, la seule personne à qui j'ai raconté, c'était à ma femme. Et à vous. Il faut pas répéter, hein. Faut pas répéter ça, ouais. Et j'ai envie de parler à ma mère. Vous voyez, tout ça, en fait, je vais lui dire, tu sais, ce que... Quand elle m'énerve, en fait, je vais lui dire, moi, tu sais ce que j'ai fait, hein? Mais j'ai dit non, tu peux pas lui faire mal quand même. J'ai dit non, elle est trop vieille, laisse-la partir, ouais, en paix et tout. Ouais, elle vit à Djibouti, ouais. Ah ouais. C'est compliqué la vie. Sur mon épitaphe, faudra écrire « Elle était le ciel de traîne de ses parents. Voilà ce que je suis. Et je veux être rien d'autre. » Tu sais, comme on dit en météo, après un orage, il y a un ciel de traîne, il y a encore des nuages qui traînent. Voilà ce que je suis et ça me va très 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 bien. Et puis c'est déjà gigantesque et voilà, c'est ça. J'ai trop de chance. Et puis de vivre parce que j'ai un rapport aussi assez
complexe et bizarre pour certaines personnes à la mort. Et c'est une âme, c'est une amie en fait, enfin j'aime bien cette idée de mourir. Et il m'est arrivé assez souvent de la souhaiter en fait. Et du coup, vivre par moments c'est un peu un défi prométhéen quoi, parfois. Ouais. J'ai passé ma vie à penser à la mort en fait, vraiment. C'est un peu con comme truc, mais j'y pense tout le temps. Et puis là maintenant, ah ouais, maintenant, j'ai 2 parents très très vieux. Ma mère, elle est vraiment sur un fil. Et mon père, il commence à aller pas très bien. Et j'ai l'extraordinaire chance, putain, encore une fois, il me donne une chance, quoi, de vivre de manière symbiotique avec eux leur progression vers la mort. Et on en parle sans arrêt. Et surtout avec ma mère, que je vois beaucoup plus parce qu'elle est dans un EMS tout près d'ici. D'ailleurs, votre ligne, j'ai vu, elle passe à côté de l'EMS de ma mère. Et on parle de la mort. Et j'ai eu des longues périodes où je l'ai rejetée, ma mère, parce qu'elle était vraiment très, très dure. Mais là, c'est juste la plus belle des réconciliations et on s'aime vachement. Je lui fais... je fume, puis je mets ma bouche contre la sienne, puis je fume dans sa bouche, et puis elle a un peu de fumée, puis elle recrache la fumée. Ouais, c'est ça qu'on fait, c'est trop bien. Et puis avec mon père, la mort, je la vois comme un continuum, pas du tout, je la conçois pas du tout comme une rupture, du tout. C'est une espèce de continuum. Parce qu'il n'y a rien qui me heurte plus que l'idée reçue aujourd'hui, prônée par la société de consommation quand même, que la vie c'est un cadeau et puis que c'est super beau et puis que c'est encore plus beau si on s'achète ceci et cela, et puis qu'il faut la fêter, et puis que c'est merveilleux, et puis que c'est un privilège d'être vivant et qu'il faut en retirer le plus possible, non ? C'est un truc qui arrive dans la nature, voilà, ça nous tombe dessus, on traverse, on laisse ou pas des traces, peu importe. C'est comme les moutons qui se reproduisent ou les fourmis ou je sais pas quoi, puis, et puis après on en sort, mais il n'y a pas à en faire cas. Ok. On est vivant, ok, on est mort, c'est pas, il n'y a pas besoin d'en faire tout un foin, quoi. C'est juste un phénomène, une espèce de truc très organique, quoi. Je reste très curieux du monde dans lequel on vit. Et quand je vois que dans le fond, toute cette merveille, pour moi ça se résume à un mot, c'est la nature. Et le jour où je me fais aucun souci de partir serein, D'ailleurs, la vie est bien faite parce que je vois qu'à 87 ans, il y a des jours où s'installe une certaine lassitude. Si on n'a plus envie de croquer la vie à belles dents, hein, pour employer un schéma. On se dit, c'est fait.
c'est fait. Voilà. Ben, je sais très bien et je le sens, les forces déclinent, les douleurs s'installent, les facultés intellectuelles diminuent et ça c'est le pire. Ça pour moi c'est le pire. Quand je sens des fois que je ne suis plus capable de mener une réflexion que je menais il y a un certain temps, où j'arrive plus, disons, à m'exprimer comme je le faisais quand j'étais par exemple en politique. Je me dis que je le regrette pas, mais je me dis tu as eu la chance de pouvoir le faire et il faut te déshabituer de croire que ça va perdurer. Tu vas devenir une personne à laquelle on ne s'intéresse plus, qui n'arrive plus à apporter quoi que ce soit à n'importe qui, parce que tu es nul. Alors ça, j'en suis pas tout à fait là. Bien au contraire, mais quelque part, je me dis que si ça arrive, il faut être prêt. Il faut plutôt se préparer à ça, que se préparer à je sais pas quoi encore, hein, de créatif et de positif. Moi, j'essaye de me préparer à un départ. Ça se fait sur le plan administratif, en fonction de la famille, répartir les choses, des responsabilités, etc. Se déresponsabiliser. Puis, ça se passe bien. Ça se passe bien. Mon plus grand défi, je crois pouvoir dire que c'est la préparation à changer de monde avec un esprit serein. Voilà. Alors, pour moi, mon plus grand défi, c'est... Moi, je sais. c'est construire une famille qui au fond, a marché. Moi, je croyais... finalement, mettre les rails de mon petit train. Ça fait 35 ans que j'attends. Que j'achète des merveilleux modèles de trains électriques. Je lis tout sur les trains électriques. Je pourrais vous faire une leçon de 5 heures sur les trains électriques. Et j'ai pas encore mis un rail. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. J'ai peut-être plus que 50 locaux, mais du haut niveau, hein, et peut-être 200 wagons, et j'ai pas encore mis un rail. Mais là, ça risque d'être... c'est 35 ans que j'attends de voir tourner le petit train. 35 ans que je lui achète les meilleurs petits trains du monde. Je lui achète des kits magiques, mais magiques. Et j'attends de voir tourner le petit train.